ça me permet de vous donner la parole, Paulette Pelletier-Randy, parce que, au fond, les frères Dupuis, qui font au tout début du XXe siècle, 1902, c'est ça? Alors, la donation du dernier vivant. Oui. C'est 1902. C'est 1902. Donc, c'est pas du tout de petite donation, c'est 20 000 objets. Alors, c'était à peu près 20 000 heures, plus la dotation qui a permis de l'enrichir depuis. Du coup, effectivement, elle marche encore, la dotation? Plus depuis 2013. Donc, oui, quand même un beau... Les immeubles existent toujours. Vous en avez d'ailleurs une très jolie photo dans ce très joli livre, qui est un des salons de l'hôtel Courroux du Bourg, qui existe toujours, et qui a été refourni. Donc, je ne sais pas qui, alors actuellement, on est l'heureux détenteur, puisqu'il n'y a plus du loyer versé, et que c'était les loyers qui alimentaient la collection. Donc une collection qui survit par des moyens financiers qui s'augmentent. Ça devait servir à l'installation, à l'entretien et l'accroissement d'une collection, jamais mêlée à une autre, dans un local central, toujours gratuit, ouvert aux travailleurs pour leur permettre de former leur goût et servir leur inspiration tout en protégeant ce qui était en train de disparaître avec la mécanisation, c'est-à-dire les techniques artistiques anciennes. Oui, ça m'a frappé dans votre approche de la collection Dupuis. On a vraiment le sentiment qu'il y a pratiquement chez les frères Dupuis, alors c'est peut-être excessif de le dire comme un projet politique, en quelque chose de cet ordre-là qui sous-tend la collection, peut-être pas un projet politique, mais au moins un projet nourri par des idées politiques. En fait, c'est une collection qui est très intéressante parce qu'en fait, elle débute vers 1830 et elle a à l'époque une configuration qui la situe dans le droit fil, je dirais, des grandes collections, posons le terme, aristocratiques, parce que leurs moyens sont très importants. Mais l'argent seul ne suffit pas. Donc on s'aperçoit qu'il y a toute une documentation derrière. Ça apparaît dans la correspondance plus tard. Malheureusement, nous n'entendons qu'une voix de la correspondance. Donc au début, on a dessin, gravure, bibliothèque, tableau, très difficile. Tableau. Dans celui-ci, effectivement, qui n'est pas des moindres, bien qu'il soit petit. Et on a beaucoup reproché à la collection Dupuis de manquer de français et d'italien. Parce que nous savons très bien que l'orientation majeure, aussi bien dans le domaine des dessins que des estampes, ce sont les écoles du Nord. Avec quelques chefs-d'œuvre de l'école française. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... rareté italienne. Aussi. Mais ça, c'est justement, c'est ça qu'on veut chez les Dupuis. C'est que Eugène, que je connais beaucoup plus mal, en fait, parce que j'ai beaucoup plus étudié, évidemment, Auguste, puisqu'il était censé être celui qui aimait les antiques. Alors j'ai découvert avec intérêt que c'est Eugène qui avait commencé, et pas Auguste. Donc le tableau en question, ils l'ont acheté tous les deux. Et effectivement, on a très peu de tableaux d'ailleurs. Ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes. Eugène étudiait les écoles de gravure et les publiait. Il y a consacré énormément de temps. Il s'est aussi beaucoup intéressé, effectivement, aux gravures italiennes. Et Auguste, qui vivait à Rome, documentait pour lui. Les publications d'Eugène sont copieusement documentées et reprises à la marge par Auguste. Et là, on est beaucoup plus tard, parce que cette collection, elle continue de se développer. En gros, on pourrait dire qu'elle est Dupuis, puisqu'on parle homme, il y a eu des femmes aussi, dans ce qui se trouve au Petit Palais. Ah, c'est pas seulement ce soir. Pas seulement, absolument, ça avait commencé bien avant. Alors le seul problème, c'est que comme on est en train de découvrir que les femmes sont généralement mal représentées, la collection sauf ici et ce soir, avec donc la collection a été donnée au nom de 3. C'est
c'est-à-dire Héloïse, qui est morte de la première. Donc Henri Lacause dit dans sa publication qu'elle s'intéressait énormément aux arts de l'Orient. Ce qui est ennuyeux, c'est que là où il cite une facture d'une pièce qui aurait été acquise par Héloïse, malheureusement cette facture a disparu depuis 1925, soit il y a une coquille dans la reproduction, soit il y a un petit souci parce que la date de la facture est postérieure à la mort d'Héloïse. Ce qui laisserait à penser que c'était une collectionneuse acharnée d'un genre particulier outre-tombe. Et parallèlement, nous avons des lettres d'Auguste à Eugène, parce qu'on a en fait pratiquement que la correspondance d'Auguste à Eugène, où il annonce qu'il a acheté les blancs de Chine à Rome. Donc on peut en conclure que du côté des arts de l'Asie, il s'intéressait aussi à la question. Et Eugène également. J'ai découvert très récemment, en lisant quelques échanges épistolaires Auguste à Froner, qu'en fait, Auguste n'aimait pas du tout le Moyen-Âge. C'était Eugène. Et il dit que la Renaissance, c'est pareil. Lui, il n'aime pas ça. Donc, on arrive à discriminer les goûts de l'un par rapport à l'autre à mesure qu'on dépouille l'archive. Mais ils sont amateurs solidaires. Et bien entendu, parce que, en fait, les premiers testaments datent de 86. C'est l'année de la mort d'Eugène. Le projet, il est commun, c'est indiqué d'emblée par Auguste, qui dit qu'il respecte la volonté de son frère. Après, ce qui va évoluer, c'est la dévolution, parce qu'en fait, le collectionnisme peut aussi marcher de pair avec le nationalisme, mais dans une collection pareille, on a toujours jusqu'en 1896, c'est soit Paris, soit Rome, soit les arts décoratifs, soit le Museo Industriale de Rome. Parce qu'Auguste y a vécu, comme il le précise dans son testament, près de 50 ans. Et si, ensuite, toujours, la ville de Paris, première série, n'en veut pas, la ville de Paris, à ce moment-là, devient la légataire pour la partie française, et à défaut, l'Accademia Vinci. Et la veuve d'Auguste donnera à la ville de Paris un certain nombre de pièces qui sont restées dans leur villa de la Via del Bavino à Rome, qui se rajouteront à l'ensemble mais qui ne peuvent pas être discernées parce qu'en fait l'inventaire, il m'a fallu des années pour comprendre, a été, lui, rédigé bien après l'arrivée à Paris de ce qui devait comporter majoritairement l'imagerie. Et le reste, Teresa Celic, veuve du dessus, l'a légué à l'Accademia dei Lincei, qui n'a jamais compris pourquoi cette femme, qui avait été modèle de l'école française et d'une instruction relativement, comment dire, ce n'était pas une femme extrêmement cultivée. Auguste a épousé, et elle a donné à l'Accademia, parce qu'elle suivait en tout les volontés de son mari. Son mari était mort à défaut de la ville où il avait songé à l'Accademia. Elle était à Rome, elle est morte à Rome, elle a été à l'Accademia Vinci, qui pouvait rester. D'où la Sala Vinci, qui permet de compléter aussi d'une manière intéressante ce qui se trouve. Maintenant, juste, je vais en terminer, parce que tout à l'heure, Isabelle parlait de ce qui n'est pas rentré de la collection du Sommarque. Il y a une partie de la collection du Thuy qui n'est pas rentrée. Et ça, c'était la volonté. C'est pas que c'est pas rentré, c'est que ça a été dispersé parce qu'il y avait, c'était à l'étroit. Mais la dispersion, on la trouve aussi chez les Dutuis, mais pour une raison un peu différente. Parce qu'en fait, Auguste était peintre, il rêvait d'avoir du talent, et il rêvait de ne pas en avoir. On lui concède maintenant qu'il n'était pas si mauvais. Il y a eu pire. À l'époque, on dit même que c'était pas si mal. Mais ils ont collectionné de la peinture contemporaine. Et toute cette partie-là a été dispersée dans deux ventes aux enchères du vivant des collectionneurs. C'est-à-dire que cette partie-là, on a souhaité qu'elle fasse partie du legs. Il s'arrête à ce qui, en fait, était tombé dans l'histoire et déjà consacré. Et on s'aperçoit que c'est un merveilleux florilège de techniques. Je m'en suis rendu compte parce que les catalogues de collections de musées ont parfois un intérêt. Quand on travaille sur un pan d'une collection, il y a quelques années, j'ai publié les vases.
pas les vases grecs, mais les vases antiques, parce qu'on n'a pas que du grec dedans. Et en travaillant chaque pièce individuellement, et chaque fois c'est un esthète, je me suis rendu compte qu'on retrouvait à peu près, et en manque 2 ou 3, toutes les techniques que l'on pouvait trouver à l'époque où ils collectionnaient, antiques, illustrées par 1, 2, 10 pièces. Toujours avec un intérêt particulier. Et comme disait Auguste Picciuti à une époque à son frère, les pièces hors ligne, si on peut encore les trouver, mais si elles n'ont pas d'intérêt scientifique, elles n'ont pas d'intérêt du tout. Donc on est passé de la conception art industriel à quelque chose de beaucoup plus large et du domaine de la civilisation. Voilà. Oui, mais j'ai été frappé par ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait chez les Dupuis une volonté un peu de tutoyer les collections aristocratiques. Alors, certainement. Voilà. Et on fait des découvertes sur les origines des objets, parce que, par exemple, on avait 2 bronzes qui avaient été publiés, alors j'ai dit petit, en 82, comme des pastiches 19e, et grâce aux efforts conjugués de gens dont je dirais le nom parce qu'ils travaillent pour Sotheby's, et d'un célèbre spécialiste des bronzes américains, Andrew Oliver, plus une dame qui est à la tête de la Strawberry Hill de la résidence d'Horace Walpole, vous êtes aperçu que ces 2 vases prétendument fabriqués 19e ont été déterrés à Rome en 1707. L'un des 2 a fait partie de la collection Ficcoroni, l'autre a été dans les mains de Hertz, c'est-à-dire qu'en fait, plus on creuse l'historique des objets, plus on remonte au cours du temps et des collections. Et dans certains cas, on s'aperçoit qu'ils étaient au courant. D'accord. Mais ma question sur la relation à la collection aristocratique portait sur un autre aspect. C'est-à-dire que je me demandais, plus exactement, je voudrais vous demander si on peut faire un parallèle entre les frères Dupuis, Czartoryski et les Rothschild. Alors, je parle pas de, il n'y a pas je parle de la démarche. Alors, chez les Rothschild, on a des mécènes. Et les Rothschild ont largement prêté tous les membres collectionneurs, puisqu'il y a autant de collections pratiquement Rothschild que Rothschild, aux expositions de l'Union centrale. Ça commence il y a l'Union centrale et puis les expositions universelles. Oui, mais justement, 65, c'est une initiative privée et considérée par Napoléon III comme une sorte de galop d'essai. C'est pour ça qu'il va y avoir l'exposition universelle de 67, avec cette très grosse différence qu'en 65, Czartoryski prête, les collectionneurs polonais prêtent, il y a une salle polonaise. 67, c'est l'exposition universelle. Pour la première fois, les Russes prêtent. Il n'y a pas de salle polonaise. En revanche, ce qui est très amusant, c'est que si on prend la situation italienne de l'époque, où on a 2, je vais employer un terme moderne, 2 stands. D'un côté, on a les états pontificaux, qui font triste mine, parce qu'en 67, des états pontificaux, il ne reste plus énormément. L'unification a galopé. Et de l'autre côté, on a le royaume de Savoie. Et ce royaume de Savoie, alors là, il expose pour l'Antiquité. L'Antiquité, c'est un moyen très simple, très surprenant de faire ce genre de découverte. C'est que cette partie-là est alimentée par un certain nombre de gens qui sont soit prêteurs, soit fondateurs de l'Union centrale. On retrouve dedans les Czartoryski, on retrouve évidemment aussi Rothschild. C'est-à-dire que c'est toujours le même type de personnage que l'on va retrouver là-dedans. Il y en a d'autres qui ne figurent pas, comme Tischkevitch, par exemple, qui est un collectionneur passionnant aussi, avec une collection énorme, et lui ne participera jamais à ça. En revanche, toujours en 67, on va trouver un certain nombre de personnages, je dirais, qui appartiennent à une certaine mouvance, les Castellani. Or, quand on creuse un tout petit peu plus, on s'aperçoit, et ça vaudrait aussi, mais probablement avec des nuances, on est dans un monde qui a
une approche européenne au-delà des frontières. Pour certains, ils aspirent à devenir des nations. La France a été un État et c'est devenu une nation. Et elle est pilote dans certains domaines, et je dirais dans la mutation énorme de la collection au XIXe, où on a cette espèce de muséum central qui se met en place, cette sorte de revendication un peu, comment dire, centrée sur les femmes, la nouvelle robe, après la nouvelle Athènes, et on s'aperçoit que pour d'autres États en formation, dont la fondation ne sera que plus tardive, ça vaut pour la Pologne, ça vaut pour la Hongrie, qui se soulève au même moment en France, et bien on retrouve dans ces évolutions-là, avec Czartoryski, c'est un peu compliqué parce qu'on a des royalistes et on a des républicains, mais on s'aperçoit qu'en fait ces mouvements qui les poussent à revendiquer l'unité, les poussent également, on les retrouve en Italie, largement installés pendant une bonne part du temps, exilés, on les trouve à Paris, la bibliothèque historique polonaise. Certains de ces noms, on les croise là, et c'est certainement pas un hasard. Et donc, puisque on vous est amenez chez des Carbonari, ouais. chez des francs-maçons, et chez des gens qui font de la politique dans les milieux de la collection, où on a sur des aspirations différentes qu'on retrouve. 67, en 78, on voit aussi ce que ça a donné, et on voit aussi le retour, alors que 78, l'exposition est désertée par les Delta-René, on a beaucoup plus de monde et le nouveau monde, et on a le retour de ces fameux anciens collectionneurs, fondateurs et prêteurs de l'Union, qui a beaucoup évolué aussi. Donc on a un fil conducteur dedans, mais ça prend des années, et ça demanderait plutôt des collèges de recherche que des individus, pour croiser les fils et voir où ils mènent. Si je prends l'hôtel Courbevoie, c'est pas de la fin, je m'arrête, je trouve là-bas. L'hôtel Courbevoie a été le siège des concerts Pleyel. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, Pleyel n'était absolument pas le propriétaire de Courbevoie. L'hôtel particulier appartenait à la famille du Clos du Tube depuis 1813. Et Frédéric Chopin y a joué dans les salons, alors pas celui qui est présenté là, un autre. Et dans ces salons, on a joué devant des têtes couronnées. Moi, je me suis posé une question bête, à un moment donné, je n'ai pas la réponse. C'est comment Pleyel lui-même, je ne sais pas s'il était franc-maçon, son père, j'en suis sûre. Comment se fait la location de l'hôtel Courbevoie à Pleyel? À l'époque, on passait difficilement par des agences immobilières. Qu'est-ce qui a fait que la famille du Clos du Tube, la famille de francs-maçons, a loué à Pleyel, fils de franc-maçon, pour recevoir des gens comme Chopin, dont on sait qu'il l'était. C'est-à-dire qu'on a toute une sorte de réseau derrière qui croise la collection, l'histoire, parce que la collection n'est plus un simple hobby, elle est autre chose. Elle fait partie intégrante de l'évolution historique et sociale. Donc, en fait, c'est un champ de recherche qui est absolument passionnant. Oui, je vous remercie de l'ouvrir à nouveau.